Bonsoir et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix et la perspective africaine. L'information à la une et tout ce qui façonne notre continent en économie, politique, culture et innovation et en développement, c'est ici. À la présentation, je suis Keza Deborah. Au sommaire dette du Sénégal, des économistes proposent des alternatives au FMI. À Dakar, un débat s'ouvre sur des nouvelles pistes de financement et de gestion entre restructuration, fiscalité et annulation partielle. Les experts cherchent une autre voie. En République démocratique du Congo, l'UDPS contre-attaque face aux critiques de l'opposition. Augustin Kabouya défend la majorité présidentielle depuis Kinshasa. Analystes et cadres du parti s'affrontent sur le rôle du débat démocratique et les priorités du pouvoir. Et la Cour d'appel fédérale américaine examine une affaire de diffamation visant Eugène Nyambal. L'audience a été marquée par l'absence du principal concerné, invoquant un rendez-vous consulaire. Ces révélations sur le projet minier Géovic continuent d'alimenter le débat sur la corruption et les ressources minières en Afrique. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans les détails de ce journal à suivre sur notre chaîne YouTube, X et Facebook Aouba Français. En République démocratique du Congo, depuis le siège de l'UDPS limité à Kinshasa, le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a animé ce lundi 11 mai 2026 une conférence de presse au ton offensif devant plusieurs journalistes nationaux. Au cours de cette sortie médiatique, le cadre de l'UDPS a vivement critiqué plusieurs figures de l'opposition congolaise, les accusant notamment de mener une campagne politique fondée sur des attaques contre les institutions et le pouvoir en place. Les réactions n'ont pas tardé entre défense du débat démocratique et appel à recentrer les discours politiques sur les préoccupations sociales de la population. Espoir Malamira nous fait le point dans ses reportages. Réagissant à cette sortie médiatique, Augustin Kapila, secrétaire fédéral chargé de la communication au sein de l'UDPS Tshisekedi, Fédération du Goma au Nord Kivu, estime que les confrontations verbales entre majorité et opposition restent inhérentes au débat démocratique. Selon lui, les pouvoirs ne peuvent rester silencieux face aux critiques permanentes formulées par certains opposants contre les actions du gouvernement et du chef de l'État. Vous posez la question à ceux-là qui se disent opposants. Ils critiquent jour et nuit les actions du chef de l'État, les actions du gouvernement, même s'il y a des choses qui se font d'une manière normale et claire. Mais comme elles se disent toujours opposants, là où il y a la couleur blanche, et ils disent que c'est la couleur noire. Donc, de même côté aussi, nous qui sommes aussi, n'est-ce pas, dans les pouvoirs, nous ne pouvons pas aussi se laisser entre les mains des opposants en train de critiquer le gouvernement, les critiques positives. Une lecture nuancée par Christophe Mouissa, analyste politique indépendant et défenseur des droits humains. Pour cet observateur de la scène politique congolaise, le dirigeant de la majorité devrait davantage concentrer leur communication sur les réalisations du régime ainsi que sur les réponses aux préoccupations sociales de la population. Nous sommes parfois surpris de voir que, au même moment que nous avons une opposition qui a cette responsabilité de critiquer le pouvoir et de les rappeler à l'ordre, nous sommes surpris que ce soit maintenant le régime en place qui critique l'opposition violemment, qui les réprime. Cette nouvelle joute politique illustre une fois de plus les tensions persistantes entre majorité présidentielle et opposition en République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par des débats politiques de plus en plus animés. Goma, Espoir Malamira pour Radio Afrique Unie.
Aux Comores, la hausse des prix des produits pétroliers continue de provoquer de vives tensions sociales. Une semaine après l'annonce du gouvernement, les syndicats des chauffeurs ont déclenché une grève illimitée, paralysant une partie des activités au pays. Alors que les autorités tentaient de trouver une issue à cette crise, les pêcheurs ont à leur tour annoncé l'arrêt de leurs activités. Reportage d'Adabi Natidja depuis les Comores. Après l'annonce des nouveaux prix des carburants ce week-end, le syndicat national des chauffeurs des Comores a lancé un mouvement de grève sur l'ensemble du territoire. Depuis dimanche, les transports publics sont quasiment à l'arrêt. Dans plusieurs villes, les gares routières sont désertes et seuls quelques véhicules particuliers circulent encore. Conséquence directe, de nombreux travailleurs n'ont pas pu rejoindre leur lieu de service. C'est le cas de Salim Ibouroua, inspecteur à l'Office comorien de normalisation et de métrologie. À cause de la grève lancée par les chauffeurs des transports en commun, j'ai pas pu me rendre au boulot ce lundi matin. Et je ne suis pas sûr que demain je pourrai m'y rendre. Les chauffeurs, eux, réclament une révision à la baisse des nouveaux tarifs du carburant avant toute reprise des activités. C'est une décision qui n'est pas en personne. Augmenter les prix et fixer les frais sans en parler n'est pas du tout la solution. Et nous n'acceptons pas ces prix. Comment les citoyens vont-ils s'en sortir? Ce que nous comprenons, ce sont nos enfants qui sont sacrifiés. Sinon, comment un parent qui payait 15 000 francs pour abonner un taxi pour son enfant fera-t-il aujourd'hui? Pourra-t-il payer le double sans compter le frais de scolarité? Pendant ce temps, les autorités ont engagé des discussions avec les représentants des transporteurs et des commerçants pour tenter d'apaiser la situation. Mais la contestation s'élargit. Les pêcheurs ont également annoncé l'arrêt de leurs activités pour dénoncer la cherté de la vie. Depuis plusieurs années, les prix augmentent sans cesse. Aujourd'hui, nous estimons que c'est trop. Nous appelons les autres pêcheurs à les rejoindre ce mouvement. Le syndicat national des commerçants dénonce lui aussi le non-respect des engagements pris par l'État malgré la signature d'un protocole d'accord. Dans un contexte marqué par une forte inflation des produits de première nécessité, une grande partie de la population comorienne continue de vivre avec des revenus modestes, souvent compris entre 150 et 200 euros par mois. Depuis Moroni, Adabi Natidja pour Radio Afrique Unie. Au Sénégal, la question de la dette publique alimente de plus en plus le débat économique. Réunis à Dakar, plusieurs économistes et chercheurs réfléchissent à des alternatives aux solutions proposées par les fonds monétaires internationaux, jugées inefficaces par une partie des participants entre restructuration de la dette, hausse des recettes fiscales et annulation partielle des créances. Ces experts veulent proposer des nouvelles pistes aux autorités sénégalaises. Les détails avec Fanny Chamamba. Objectif de ces échanges, explorer des alternatives aux solutions traditionnellement proposées par le Fonds monétaire international pour alléger la dette du Sénégal. Parmi les pistes avancées figure notamment la restructuration de la dette, un mécanisme qui consiste à renégocier les conditions de remboursement lorsqu'un État rencontre des difficultés financières. Une approche que critique l'économiste Demba Moussa Dembélé. Le Fonds monétaire international est présent au Sénégal depuis plus de 45 ans, rappelle le chercheur. Selon lui, les politiques d'austérité et les restrictions des investissements publics préconisées par l'institution ont contribué à fragiliser davantage l'économie sénégalaise. Les participants ont également évoqué d'autres leviers comme l'élargissement des recettes fiscales tout en maintenant un climat favorable à l'investissement à l'image du modèle kenyan. Autre proposition, demander l'annulation d'une partie de la dette jugée illégitime dans le cadre d'une coopération renforcée entre pays du Sud comme le défend le Pakistan. Pour Eliman Abikan du Cercle de réflexion Lex Africa, cette option mérite d'être étudiée. Il cite notamment l'exemple de l'Uruguay où un processus de négociation a permis de réduire considérablement le poids de la dette publique. La possibilité d'une restructuration partielle de certains prêts a aussi été discutée. Présent à cette conférence, Ibrahim Nyong, enseignant, chercheur en sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar,
estime que le débat doit être abordé avec davantage de recul. Selon lui, les questions liées à la dette ne devraient pas être enfermées dans le clivage politique. Les experts doivent pouvoir exposer leurs analyses, afin que chacun puisse ensuite se positionner de manière éclairée, explique-t-il. Sur un tout autre chapitre, le conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan a causé la mort d'au moins 372 civils afghans entre janvier et fin mars 2026, d'après un rapport publié mardi 12 mai par la mission des Nations Unies en Afghanistan, UNAMA. L'ONU précise que plus de la moitié de ces victimes sont liées aux frappes menées par l'armée pakistanaise contre l'hôpital Omid à Kaboul le 16 mars dernier. Cet établissement accueillait des personnes souffrant de la toximanie. Selon le même rapport, les autorités pakistanaises affirment de leur côté que 130 civils et membres des forces de sécurité ont perdu la vie au Pakistan depuis le début de l'année. Islamabad accuse également des groupes armés basés en Afghanistan d'être à l'origine d'un attentat suicide ayant coûté la vie à 15 policiers. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a d'ailleurs convoqué lundi 11 mai le chargé d'affaires afghan à ce sujet. L'UNAMA indique avoir recensé entre le 1er janvier et le 31 mars 2026 372 morts et 397 blessés parmi les civils en Afghanistan en s'appuyant sur plusieurs sources indépendantes. Ce bilan trimestriel dépasse largement ceux enregistrés depuis 2011. À titre de comparaison, durant toute l'année 2025, pourtant marquée par une recrudescence de violence, à partir d'octobre, 87 civils avaient été tués. Et l'Union européenne franchit une nouvelle étape dans le réchauffement de ses relations avec la Syrie. Après avoir levé plusieurs sanctions en 2025, Bruxelles a officiellement réactivé ce lundi 11 mai son accord de coopération avec Damas, suspendu durant les dernières années du régime de Bachar el-Assad en raison des violences des droits humains. Cette décision marque un changement d'approche des Européens vis-à-vis des nouvelles autorités syriennes dominées par un groupe islamiste radical mais engagé depuis plusieurs mois dans une série de réformes destinées à rassurer les partenaires occidentaux. Depuis leur arrivée au pouvoir, les autorités de transition syriennes ont multiplié les initiatives pour favoriser un rapprochement avec l'Union européenne, autrefois principal partenaire commercial du pays avant la guerre de 2011. Damas promet notamment des réformes économiques, la relance des infrastructures et une réintégration progressive dans les circuits financiers internationaux. Les nouvelles autorités affichent également leur volonté de mener une transition politique plus inclusive, de stabiliser la situation sécuritaire et d'avancer sur les dossiers sensibles de la justice transitionnelle. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire reste extrêmement tendue dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'Alliance Fleuve Congo, branche politique du mouvement AFC M23, accuse les forces gouvernementales congolaises d'avoir mené vendredi 8 mai des frappes de drones sur le marché public de Mouchaki dans les territoires de Massissi. Suivez. Dans un communiqué publié après les attaques, l'AFC M23 dénonce ce qu'il qualifie de crimes de guerre visant délibérément les populations civiles. Les coordonnateurs politiques du mouvement, Corneille et Nanga, affirment de son côté que les bilans seraient encore plus lourds, évoquant plus de 30 morts et plusieurs blessés. Selon des sources locales, plusieurs commerces ont été détruits et les structures sanitaires de la région, déjà fragilisées par des années de conflits, peinent à prendre en charge les victimes. L'AFC M23 affirme également que d'autres frappes aériennes ont récemment touché plusieurs localités du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment Kalinga, Gankenke, Mikanke, Lumbishi et Rutare. Ces nouvelles accusations interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Kinshasa et les rebelles de l'AFC M23, malgré les initiatives régionales de paix engagées ce dernier mois. Les cessez-le-feu annoncés à plusieurs reprises restent fragiles et régulièrement violés sur le terrain. Les combats se poursuivent dans plusieurs zones stratégiques
entraînant de nouveaux déplacements des populations. Des milliers de familles ont fui leur village ces dernières semaines, alors que les organisations humanitaires alertent sur l'aggravation de la crise dans l'est du pays. Face à cette recrudescence de violence, la MONUSCO a condamné samedi les attaques meurtrières visant les civils dans plusieurs provinces de l'est de la RDC. La mission des Nations Unies s'est due particulièrement préoccupée par les informations faisant état de bombardements à Mouchaki et Kilolirwe ayant causé de pertes humaines parmi les populations civiles. Elle appelle toutes les parties au conflit à respecter les droits internationaux humanitaires et mettre fin aux attaques contre les civils. Pour l'heure, les autorités congolaises n'ont pas officiellement réagi aux accusations formulées par l'AFC 123. Rendons-nous à présent au Cameroun, mesdames et messieurs. Le 11 mai 2026, la Cour d'appel fédérale américaine a examiné le dossier en diffamation visant Eugène Nyambal, poursuivi à la suite de ses révélations sur des présumés actes de corruption liés au projet minier Géovic. Mais au moment crucial de l'audience, Eugène Nyambal était absent. En cause, selon lui, un rendez-vous consulaire fixé par l'ambassade des États-Unis après la date de comparution. Face à la presse, il a affirmé que ces dénonciations ont permis d'éviter un important détournement des fonds au Cameroun, relançant ainsi les interrogations autour du sulfureux dossier Géovic. Un sujet qui remet sur la table la question des transactions liées à l'exploitation des minerais en Afrique. Eugène Nyambal dans un entretien exclusif avec Elisabeth Hassen. Suivez. Eugène Nyambal, bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Vous avez travaillé comme conseiller spécial au Fonds monétaire international et aujourd'hui, vous êtes au cœur d'un procès. Vous accusez la société américaine Géovic de corruption autour de l'exploitation minière au Cameroun et vous dites qu'il s'agit de plusieurs millions de dollars qui sont en jeu. Ce procès est basé sur le fait que, après que j'ai dénoncé les malversations dans le projet Géovic, notamment le financement fourni par le FMI à hauteur de 60 millions de dollars, et que par la suite, j'ai bloqué un autre crédit de 170 millions de dollars que ce groupe constitué d'Américains et de Camerounais voulait prendre au nom du Cameroun. Donc cette société a été utilisée pour inscrire mon nom sur la liste noire des institutions internationales les plus prestigieuses. Mais vous n'avez pas assisté hier 11 mai à ce procès du côté de Washington DC. Pourquoi? Lorsque j'ai eu cette convocation, je me suis rendu à l'ambassade américaine. Je leur ai dit que je dois être au tribunal le 9, mais ils m'ont donné rendez-vous pour le 1er juin. J'ai tout fait pour faire avancer la date du rendez-vous pour le visa. Ils ont refusé. Et dès que j'ai contacté le tribunal pour leur demander de repousser, la partie adverse a fait opposition en demandant que le procès ait lieu. Un problème de visa ne peut pas faire qu'on m'empêche d'être présent à mon propre procès qui dure depuis 12 ans. C'est une entrave à la justice. Et par rapport à la Constitution et aux lois américaines, j'ai le devoir d'être physiquement au tribunal. Surtout que j'ai constitué un avocat qui n'est là que depuis 10 jours, qui ne maîtrise pas le dossier. Et il sera face à un panel de trois juges et on va lui poser des questions sur le fond du dossier. Donc j'ai refusé de participer par visioconférence parce que je n'aurais pas eu la possibilité d'assister mon avocat. Parce qu'on va lui demander par exemple quelle est la pièce où il y a telle preuve et s'il est perdu, on risque de perdre sur ce type de détails. Donc j'ai refusé cela. C'était l'une des bases de ma requête en renvoi. La deuxième base de la requête en renvoi, c'est que nous avons eu un juge qui a des problèmes éthiques d'une extrême gravité. C'est un juge qui a pris ce procès en 2014, qui s'est assis sur le dossier pendant 12 ans sans date de procès. C'était le juge le plus puissant du tribunal fédéral aux États-Unis. C'est lui qui présidait la commission de promotion des juges, qui proposait les noms des juges à promouvoir au président Biden, et c'est également un ami du président Obama. C'est un noir américain. Donc il a pris sa retraite en 2021 et il a amené mon dossier à la retraite par devers lui. Parce que là-bas, quand un juge prend sa retraite, comme ils sont nommés à vie, il a la possibilité de garder certains dossiers jusqu'à sa mort. Donc c'est comme ça que de sa retraite, étant donné qu'il faisait de la soustraction de documents, c'est-à-dire que je dépose les dossiers au greffe
j'ai un cachet qui dit que le document a été reçu. Quand ça arrive au bureau du juge, ça disparaît. Donc c'est comme ça que lorsqu'il a fait une soustraction de documents de sa retraite, la cour d'appel m'a dit « mais vous n'avez jamais déposé de documents ». C'est lorsque j'ai donné le double qu'il a été dessaisi du dossier. Bien, vous affirmez que Geovic n'est pas une société crédible. Voilà pourquoi vous avez fait bloquer ses financements. Vous nous en dites plus? Ce cas qui concerne le secteur minier au Cameroun ne concerne pas que mon cas personnel. Ça concerne le problème de gouvernance dans notre pays. Ça concerne également la gestion stratégique de nos minéraux et la spoliation de nos ressources par des puissances étrangères. À titre de mémoire, Geovic est une concession minière qu'on a donnée à des Américains qui se sont mis avec des Camerounais. Donc c'est la principale réserve de cobalt, manganèse et nickel du Cameroun. Donc on fabrique les véhicules électriques, les téléphones avec ces minéraux. On leur a donné cette concession pour 25 ans, renouvelable jusqu'à épuisement des ressources, à une société qui n'avait qu'un capital de 10 millions de francs CFA et qui reconnaît qu'elle n'avait pas d'expérience dans le secteur minier. Geovic a été créé à peu près 12 mois avant d'obtenir la concession ici. Une fois qu'ils ont eu la concession en 2003, ils l'ont gardée jusqu'en 2025 sans l'exploiter. Entre-temps, étant donné que mon travail au FMI consistait à donner des conseils à tous les gouvernements africains qui négocient avec le FMI, j'ai été approché par le ministre des Finances de l'époque dans le cadre d'une mission et ils ont indiqué que le projet minier Geovic avait une importance stratégique pour le Cameroun. Mais lorsque j'ai vu la manière dont ce dossier avait été ficelé, j'ai émis des doutes. Parce que les 60 millions de dollars que le FMI devait donner au Cameroun dans ce projet, il était prévu qu'on paye les contributions au capital de 4 officiels camerounais non identifiés. Et une partie de l'argent est retournée aux îles Caïmans et aux États-Unis. Je me suis retrouvé dans un combat épique qui incluait des forces du côté du Cameroun, mais également des forces étrangères. Donc c'est dans ces conditions que j'ai dû quitter le FMI. Étant donné que j'étais un ancien cadre de la Banque mondiale aussi, j'ai été sollicité ensuite par la BAD pour les aider à restructurer leurs opérations. Là-bas, j'arrive, je trouve que le même groupe est en train de demander au nom du Cameroun un nouveau crédit de 170 millions de dollars. Et lorsque je le découvre, je fais arrêter cette opération à la BAD, ce financement. Et c'est lorsque je rentre aux États-Unis qu'une société de sécurité est utilisée pour envoyer mon nom partout comme si j'étais un danger pour la sécurité. D'accord. Suite à ces accusations, comment est-ce que vous avez réussi tout de même à blanchir votre nom ? Quand la Banque mondiale a fait des enquêtes, elle m'a fourni tous les éléments qui montraient que cette société qui gérait les bases de données de sécurité de la Banque mondiale et du FMI avait mis mon nom là-bas sans informer la hiérarchie de la Banque mondiale. Donc en clair, c'est la Banque mondiale qui me permet d'engager ce procès contre la société de sécurité. Je rappelle que vous avez un autre rendez-vous pour ce procès. Ce sera au mois de juin prochain que vous allez vous présenter à l'ambassade. J'espère que ça ira cette fois-là. Nous allons tout de même suivre ce procès de près. Merci en tout cas d'être passé dans nos studios à Aouba. Je rappelle que vous êtes un ancien conseiller au Fonds mondial international. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour votre attention. C'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Unie. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés et suivez la suite de l'actualité sur nos plateformes Facebook, X, YouTube en écrivant Aouba Français.